Bonjour à tous. Récemment, Morgan Niquet, sur sa chaîne Morgan VS, a sorti une vidéo que j'étais, au premier abord, très content de regarder. Pierre précieuse à 1 euro versus 1 200 000 euros avec Camille Helvet. Enfin, on parle de gémologie sur une grosse chaîne YouTube, à savoir 1,18 million d'abonnés. Pour montrer des pierres d'exception, Morgan fait venir sur sa chaîne un gémologue du nom de Lucas Escoto. Et la vidéo a pour principe de montrer des pierres de plus en plus rares, de plus en plus onéreuses. Un beau programme. Mais voilà, j'ai vite déchanté. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous pencher sur les erreurs qui ont été dites en vidéo. Très important, je tiens à dire que je n'ai rien contre Lucas Escoto, que d'ailleurs je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et qu'il vient tout juste d'ouvrir son entreprise, comme le signale son extrait de Cabis, à savoir le 20 janvier 2021. Il est entrepreneur individuel et je sais la galère que c'est que d'ouvrir une nouvelle entreprise. Le but n'est absolument pas de lui faire du tort, mais bien de montrer que si quelqu'un se dit gémologue, chose dont je ne doute pas pour Lucas, il vaut mieux plusieurs sons de cloche. Du coup, de base me vient une interrogation, pourquoi Morgan a fait venir un gémologue inconnu? Par inconnu, je veux dire que Lucas n'appartient, en tout cas je ne l'ai pas vu, n'appartient à aucun groupe de gémologie connu en France et n'a aucune connaissance en commun. Et dans un milieu aussi petit que le nôtre, c'est assez étonnant. Probablement une connaissance de Morgan, donc. C'est déjà peut-être un problème. Mais là, je fais que supposer. Alors, concentrons-nous ensemble sur les paroles et les faits pour voir ensemble ce qui ne va pas. On va prendre la vidéo dans l'ordre pour soulever chaque point. Les amis, nous voici en compagnie de Lucas qui nous fait l'honneur d'être là, qui va être notre expert pierre. Joaillerie. Joaillerie, on dit? Ouais, gémologie, joaillerie. Expert pierre, c'est plus une appellation autorisée. Alors, en effet, je suis d'accord, on doit dire gémologue. Expert en pierre, ça ne veut rien dire. On peut être expert pour le marbre, c'est une pierre. Alors moi, donc, je suis expert en pierre. Ok. Là, vous allez avoir du rubis, mais brut. Et ça vaut 1 euro le kilo. Tu reconnais le rouge d'un rubis, c'est du sang de Je pensais pigeon. que c'était plus rouge. Le rouge d'un rubis n'est pas forcément sang de pigeon. On peut avoir des rubis sans couleur sang de pigeon. Alors, sang de pigeon, c'est une couleur rouge violacé, donc un rouge avec une pointe de fuchsia, ou bien un rouge avec une pointe de rose et de bleu. Et le sang de pigeon est la couleur la plus recherchée, la couleur la plus rare du rubis. Donc, si son rubis brut est sang de pigeon, il ne vaut pas du tout 1 euro. Sa pierre, là, est totalement dévaluée. Ici, sans parler de la couleur du rubis, juste pour un rubis brut de cette dimension, tout bête, tout simple, on serait plus aux alentours de 10-30 euros. Alors notez bien que ce sera la seule fois où il va dévaluer une pierre. Parce qu'après... Donc là, même niveau, on est sur de la pierre synthétique. Zirconium. Yes. Zirconium, c'est de la pierre synthétique. Ça, c'est Swarovski, on connaît tous. On va encore un peu jouer sur les mots. Techniquement, on devrait dire oxyde de zirconium. Ou plus exactement, dioxyde de zirconium. Mais rares sont les personnes qui disent ça. Ou bien diamant CZ, ou bien zircone cubique. Mais pas juste zirconium. Alors, on comprend très bien que quand on dit zirconium, on parle de l'oxyde de zirconium, mais bon, à noter une chose, le zircon, tout seul, le zircon naturel, existe. Si vous entendez zircon sans rien d'autre spécifié derrière, on doit vous vendre un zircon naturel. On va passer un step au-dessus, sur quelque chose de très rare, très compliqué à trouver. Stylé de ouf. Ça, hein. ça envoie de Alors ouf. ça, c'est du quartz. En ce qui concerne ce crâne en cristal de roche, cela fait penser à la taille qu'on peut voir au Brésil ou en Chine. Je précise cela pour désamorcer le fait que ce crâne pourrait être taillé en France. Mais admettons que oui, admettons que ce crâne soit taillé en France. En comptant le temps d'heures de travail, le coût de la main-d'œuvre, la patte de l'artiste, on aurait probablement une sculpture qui serait 5 fois plus chère que si elle était taillée en Chine. Donc, si ce crâne, disons n'importe quoi, valait 300 euros s'il était taillé en Chine, il vaudrait 1500 euros s'il était taillé en France. En schématisant très grossièrement. C'est juste pour imaginer la marge, la différence que ça fait. Ok ? On continue. Il a des inclusions un peu de partout, mais en fait, sa force, c'est ses inclusions, parce que si tu le bouges un petit peu, tu vois des petits arcs-en-ciel de ci, de là. Sa force, ce sont ses inclusions. À titre personnel, je préfère toujours quand une pierre est incluse, ça donne plus de vie, je trouve ça plus beau. J'aime pas quand une pierre est vraiment pure, mais ça c'est vraiment très personnel. Donc sur ce point, je suis plutôt d'accord avec Lucas Escoto. En revanche, au niveau du prix, il y a une énorme différence. Parce que moins une pierre est pure, moins elle est chère. Ça semble logique. Donc,
Techniquement, ce crâne, qui a énormément d'inclusions, devrait valoir beaucoup moins qu'un crâne pur. Ça coûte combien ça Ça finit, ça coûte 5 000 €. Et on y vient. 5 000 € le crâne. C'est excessivement cher, c'est invendable même, hein. Un crâne comme celui-ci de 2-3 kg avec ses inclusions devrait ne pas dépasser les 500 €. Et admettons qu'il soit taillé en France, il ne devrait donc pas dépasser les 2500 €. Mais là, on est à 5 000 €. Alors le crâne, il est sympa, mais c'est pas la peine de le surévaluer pour la vidéo. Combien en euros on a de pierres ici? Là, on a un petit peu moins de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? L'ensemble des pierres qu'il va présenter fait donc un peu moins de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, ça commence à être une sacrée somme. Donc, on espère voir du beau, de l'inédit, du pur, du gros, de la belle couleur. On va voir ça. Donc la plus petite au carat, c'est à peu près 500 € du carat. Alors, à ce prix-là, on est en droit de s'attendre à des pierres d'exception. Parce que 500 € le carat, c'est pas rien. À titre purement personnel, les plus belles pierres taillées pour la joaillerie que j'ai pu vendre faisaient 180 € le carat. Donc là, on est sur de la qualité et plus, hein. Voici une topaze impériale ici de 9 carats 30, donc de 500 € du carat. Donc tu es autour des 5 000 €. 5 000 €, c'est largement abusé. On va pas se le cacher, la couleur, elle n'est pas folle, hein. Pour moi, une topaze impériale, dans sa bonne couleur, doit posséder soit un orange intense sur les côtés de la topaze, soit une couleur pêche de vigne, pareil encore une fois sur le côté de la topaze. Là, on a un jaune assez uniforme, orangé presque, on dirait presque de la citrine chauffée en quelque sorte. Bon, la couleur, ok, mais les inclusions, on les voit à l'œil nu, ça dévalue énormément la pierre. Très honnêtement, 500 € le carat pour une topaze impériale incluse. Aigle marine, vous avez déjà entendu. Et donc ça, c'est au-dessus au carat, c'est à peu près 600-700 € du carat. Ouh, donc là on est déjà sur du 6-7 000 € là. Ouais, pièce. Très honnêtement, si je devais acheter cette aigle marine, je ne dépasserais pas 1400 € pour cette pierre. Et encore, parce que la couleur, bon, pareil, hein, elle n'est pas folle, hein. Bon, je ne vais pas revenir tout le temps sur les prix de ces pierres parce que c'est à peu près toujours pareil, c'est extrêmement surévalué. On va laisser les prix de côté, on a compris. Next, tourmaline, un peu plus vert. On a un modèle, donc là, beaucoup plus gros. On est autour de 30 carats, presque 36 carats, 35 carats, 84. Ça, c'est 26 000 €. 26 000 balles. 26 000 balles. Pardon, j'ai dit que j'arrêtais. Alors là, on arrive au début des problèmes. Quand j'ai vu cet instant de la vidéo, voilà mon fil de pensée. Donc pour l'instant, on a fait aigle marine, topaze et tourmaline, ce qui sont les trois noms les plus connus. Là, on part sur une pierre un peu plus rare qui s'appelle la rubellite. Alors stop, mon cerveau a fait une pause. D'ailleurs, j'ai mis en pause la vidéo à ce moment-là parce que quelque chose m'a stoppé. On va bien poser les bases pour comprendre ce qui m'a fait craindre la suite. La rubellite, c'est une tourmaline rouge rosé. Et il vient de dire, en gros, on a vu une tourmaline et maintenant on va passer à une toute autre pierre, la rubellite. Vous sentez venir la couille? C'est un dérivé du grenat. Et voilà. La rubellite n'est pas un grenat. Alors, je vais souffler, je vais respirer un grand coup. Pour beaucoup, ça ne doit pas sembler énorme comme erreur, mais pour un gémologue, eh ben, ça picote quand même pas mal. Un grenat rubellite, donc, ça n'existe pas. Il n'y a aucune dénomination comme ça pour le grenat. Le seul grenat qui va avoir une couleur un peu comme celle-ci, c'est le grenat rhodolite, et non rubellite. Dans le doute, on va dire que c'était peut-être le stress, des caméras, etc. Pour l'instant, tout ce que tu as, c'est très beau. Alors, je veux pas dire, mais elle est quand même sacrément incluse, encore une fois. Là, vous avez un truc un peu sympa que moi j'adore. Donc ça, c'est un spinel. Alors, petit point sur le spinel. C'est une pierre naturelle qui peut servir d'imitation pour le saphir ou le rubis, pour les corindons donc. Et c'est une imitation qui est assez convaincante à l'œil, mais pas aux appareils de mesure. Alors je résume pour ne pas entrer dans un cours théorique, de toute façon je ferai une vidéo un jour sur les corindons et sur le spinel, mais le spinel grandit en système cubique, alors que les corindons grandissent en système hexagonal. Et là, ça fait déjà une énorme différence sur les appareils de mesure. C'est un cousin du saphir, c'est à peu près 1000 € du carat. Si c'est un cousin, il pourrait avoir la même formule chimique que les corindons et pas la même forme cristalline. Pourquoi pas? Eh bien, encore une fois, pas du tout. La formule du spinel, MgAl2O4, et celle des corindons, Al2O3. Alors c'est un peu simpliste de dire que c'est des cousins, même s'il y a de l'aluminium et de l'oxygène dans les deux. Moi j'avais aussi une question, c'est que on a tous vu le film Blue Diamond. Ah, bah merci Morgane. Je voulais justement sortir une vidéo sur ce film, Blood Diamond, et
le film Lord of War, une vidéo groupée. Je trouve que ces deux films sont très justes pour traiter le sujet des diamants de sang et du financement des armes de guerre. Et si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille fortement. En fait, Leonardo DiCaprio, il a décidé donc de tourner ce film-là et en fait, on s'est rendu compte du travail des enfants. On a pris conscience que les enfants étaient trop utilisés. S'ils mouraient, on pouvait les remplacer. C'est un peu horrible. Donc en fait, on a décidé, ok, à partir de maintenant, tous ces pays-là, il faut qu'on crée une loi qui fasse qu'ils ne puissent plus faire ça. Grâce au film. Grâce au film. Grâce au film, je sais pas trop, je vais aller me renseigner. Bon voilà, le film Blood Diamond est sorti en 2006 et le Kimberley Process date de 2001. Donc son histoire, elle tient pas trop la route. Aujourd'hui, on a créé le Kimberley Process. C'est simple, tu es obligé d'avoir une sorte de patente qui dit ok, ce diamant-là, il est clean. Il n'a pas travaillé avec des enfants. Et du coup, aujourd'hui, on ne travaille qu'avec des pierres, je te dirais pas écolo, mais je te dirais des pierres en tout cas responsables. Et c'est fini l'époque diamant de sang, tu auras un diamant 4 fois moins cher si tu l'achètes directement au Kenya, etc. Arrête, tu arrête, arrête, non, plus un mot, tu dis des bêtises, tu dis un nombre incalculable de bêtises. Soulevons un petit point, le processus Kimberley n'est plus un process reconnu. Si bien que si un diamant a passé ce process, il n'est pas pour autant assuré d'être en dehors de l'exploitation des diamants de conflit. D'autres organismes qui appartenaient au process Kimberley, comme le Global Witness par exemple, spécialisé dans la lutte contre les pillages des ressources naturelles, se sont retirés du process Kimberley, devant l'échec du procédé. Donc le process Kimberley, ça ne sert plus à grand chose de se reposer dessus. Donc comme je vous dis, le corindon famille, ok, saphir, toutes les couleurs existent. Ok, donc là vous avez vu une autre couleur du saphir, rubis. Alors là pareil, on va jouer sur les mots pour être exact. Toutes les couleurs de saphir sauf le rouge. Le corindon rouge est un rubis, les autres corindons, les autres couleurs de corindon sont des saphirs. Donc on ne dit pas qu'un saphir rouge est un rubis, ça ne se dit pas. Ça serait comme dire qu'une améthyste jaune est une citrine. Pareil, ça ne se dit pas. Un quartz jaune est une citrine. Pour toi, la Terre, elle est comment pour toi? Bah, elle est plate, c'est connu. Merci. Ah, merci Morgane, enfin une vérité. Oh, ça va, je rigole. Ok, là, on va voir quelque chose de plus rare. Émeraude de 17 carats, on est à 71 200 €. On va quand même revenir un tout petit peu sur les prix parce que 4 000 € le carat, ça fait quand même une sacrée somme. À ce prix-là, on a une émeraude de fou furieux, une super couleur et une émeraude ultra pure, taillée magnifiquement. Et sachez que pour trouver une émeraude pure, c'est très compliqué. Elles sont très souvent incluses. D'ailleurs, les inclusions de l'émeraude portent un nom spécifique tellement c'est commun. On appelle cela les jardins d'émeraude. Et puis là, on va s'attendre à une superbe taille, donc pourquoi pas une taille émeraude conçue spécialement pour cette pierre. Donc, attention les yeux. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et bah ça vaut rien. Rien de rien. Une taille cabochon, donc rien de fou, aucun travail sur la pierre. La couleur, c'est pas folichon. Et puis, vous voyez une pureté? Bah moi, j'en vois pas du tout. Alors là, c'est plus un jardin d'émeraude, c'est une forêt tropicale, on voit rien à l'intérieur. Et donc voilà, pour que tu te rendes compte qu'en fait, ça c'est très inclus. Et si tu regardes, il y a plein de petits filons à l'intérieur. En plus, il le dit lui-même, elle est très incluse. Bah, super. Ça valait le coup de la mettre à 4 000 € le carat. Donc nous sommes sur un petit diamant taille brillant. Alors la taille brillant, c'est la taille optimisée par un physicien opticien qui a décidé une taille parfaite pour que toute la lumière qui rentre dans un diamant te revienne dans l'œil. La taille du diamant a été créée par Marcel Tolkowski en 1919. Il était gémologue, mathématicien et ingénieur. Alors nulle part mention de physicien ou opticien. Voilà. Pareil, c'est pas grand chose, mais un mathématicien n'est pas forcément physicien. Alors là, en vrai, c'est pas une énorme erreur, on s'en fiche. Mais ça fait du bien de parler de Marcel Tolkowski qu'on oublie un peu trop souvent. Là, nous sommes à plus de 12 000 € du carat. Elle est d'un bleu turquoise très spécifique qu'on appelle bleu lagon. Elle ne vient que de Paraíba, donc très compliqué à trouver. Il faut qu'elle ne vienne que de cet endroit, qu'elle coche plein de critères, donc très compliqué à trouver. C'est une pierre donc très rare. C'est probablement la dernière que vous verrez de votre vie. Même place Vendôme, il n'y en a pas. Parce que là, effectivement, elle est très belle. Et là, oui. Alors c'est intéressant, mais c'est probablement pas la plus rare des pierres. Et si place Vendôme, on n'en trouve pas, ça n'a rien à voir avec la rareté, c'est tout simplement parce que place Vendôme, on vend ce qui se vend. Ça paraît logique. En bref, ce que les gens connaissent. Mais bon, sympa, une tourmaline Paraíba, pourquoi pas. Petit point sur la tourmaline Paraíba pour expliquer pourquoi c'est difficile à trouver. Enfin, à trouver, non, mais il y a tout un protocole à respecter. Voici juste une difficulté parmi plein d'autres difficultés pour ramener une tourmaline Paraíba. Il faut nécessairement un certificat d'authenticité d'un laboratoire certifié et reconnu.
un certificat attestant de la présence de cuivre dans la tourmaline Paraíba. Sans ce certificat, si la tourmaline est vendue sans ce papier, vous ne devez pas acheter une tourmaline Paraíba. Comptons aussi les innombrables imitations qui circulent sur le marché, évidemment. Bon, en vrai, pour une dernière pierre, je m'attendais à une pierre un peu mieux, quoi. Une belle alexandrite, pourquoi pas une jérémégévite, moins connue, mais plus rare. Ou encore mieux, une aluine. Bon, ça ressemble à ça. C'est extrêmement rare. Enfin bon, un truc qui claque. Et là, je suis déçu. Et la vidéo se termine sur ça. Donc je suis encore plus déçu, j'ai été frustré toute la vidéo à cause de ces petites erreurs et par la qualité des pierres en plus. Et pour une fois qu'on parle de gémologie sur une chaîne grand public, c'est quand même dommage. Je désamorce aussi le fait que je n'aurais probablement pas accepté pour ma part de venir parler de minéraux sur une chaîne aussi grosse, donc aucune jalousie, car justement j'aurais eu trop peur de dire des erreurs que personne ne pouvait signaler autour de moi pendant le tournage. C'est pourquoi je pense que quand on fait une vidéo de la sorte, quand on fait venir un expert, il faudrait faire vérifier par un autre expert la vidéo finale. J'espère en tout cas que grâce aux erreurs de cette vidéo, vous en avez appris un peu plus sur le monde des minéraux. Car comme pour n'importe quelle autre matière, c'est par les erreurs qu'on apprend le mieux. Sur ce, je vous laisse. Je m'en vais regarder ma vidéo sur la cristallographie de la calcite que j'ai retirée parce que j'avais dit plein de conneries, autant que j'apprenne également de mes erreurs. À bientôt!